C'est propre. On est clean. D'accord. Monsieur Jack, oui, il est encore parti. Ah, on est de retour aujourd'hui pour une nouvelle discussion. Aujourd'hui, c'est data science et analyse exploratoire des données. Oui. Est-ce que c'est même la même chose? Donc, je pense que c'est un follow-up suite à suite au post de mardi dernier sur les data science, sur le cas particulier que tu avais pris pour l'or, si je ne me trompe pas. C'était l'or ou bien c'était. Oui, oui. Voilà. Avant, particulièrement, moi j'aime bien ce genre de questions parce que ce genre de questions, ça aide très souvent à comprendre la différence entre les thèmes que nous employons au quotidien dans notre domaine. Dans notre domaine au quotidien, on utilise des thèmes pour signifier la même chose. Et pourtant, parfois, ce n'est même pas ça. Parfois, il y a une grosse différence entre l'analyse des données et la science des données. L'analyse La des science. données, oui. Oui. Donc, aujourd'hui, on va échanger dessus. Machine, tu as raison. Oui, oui, justement, je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit, parce que l'analyse des données et la science des données, parfois, c'est très ambigu. Quand on dit ça, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Parce que ce que moi je connais, ce que j'ai l'habitude d'entendre aussi, c'est l'analyse des données. Ouais, non. Mhm. Maintenant, quand on dit science des données, je crois que ça devient autre chose. Oui, en principe, science des données, comme tu as dit, ça devrait devenir autre chose. Ça devrait pas être. On ne devait pas utiliser l'homme pour justifier l'autre. Mais bon, on a quelqu'un là qui va quand même nous édifier dessus là maintenant. Là. Il va nous, il va nous dire. Voilà. Il va nous dire. Donc, je sais pas. Oui, comme je disais tantôt, là, ça prête à confusion. Mais bon, j'ai vu ce que tu as posté. Et puis, déjà, dans ce que tu as posté, il y a beaucoup d'éléments de réponse pour celui qui peut se retrouver dans la confusion. Je ne sais pas. Maintenant, c'est le moment pour toi aussi de nous éclairer. Et peut-être comme ça que je pense avoir compris alors que je ne comprends pas. Euh, ouais, c'est vrai que au départ, quand moi-même je voyais la notion analyse exploratoire des données et Mhm, science des données, il y a mhm, vraiment confusion avec les deux expressions. mhm, Parce que lorsqu'on se retrouve dans la science des données, dans la data science, on a l'impression que, en fait, nous sommes en train de faire l'analyse exploratoire des données. Ça veut dire quoi que la data science est équivalent à l'analyse exploratoire des données. Pourtant, c'est pas le cas. mhm, Non, pas le cas. Déjà, au niveau même de l'analyse exploratoire des données, comme son nom l'indique, son but est de faire une étude, c'est-à-dire de faire une étude, une description des données, d'essayer de comprendre le comportement des données et d'interpréter de façon générale les données. C'est aussi là que se trouve l'ambiguïté parce que dans la science des données, c'est pratiquement aussi le même objectif. C'est pratiquement aussi le même objectif. Or, on se rend compte que dans la science des données principalement, euh, de façon générale, la première étape dans le processus d'analyse dans la science des données, la première étape, en fait, c'est l'analyse exploratoire des données. Généralement, la toute première étape, lorsque nous sommes dans le processus d'analyse, lorsque nous sommes dans la science des données, c'est l'analyse exploratoire des données. Donc, on se rend compte que euh, l'analyse exploratoire des données n'est pas la science des données, mais elle n'est pas non plus dissociée de cette façon de la science des données, dans la mesure où c'est quasiment impossible de faire science de données sans utiliser l'analyse exploratoire des données. Tant que l'analyse exploratoire des données se base généralement sur les outils statistiques, la statistique classique, pour essayer de faire une description des données ou alors d'étudier le comportement des données. Mais dans le processus
de sciences de données, par exemple, comme sur l'image que nous sommes en train de voir, par exemple, là, au niveau de l'écran, on se rend compte que l'analyse exploratoire de données est un peu comme le nœud, en fait, Oui, de je la suis science de d'accord. données. C'est un peu comme le nœud dans la mesure où l'ensemble des étapes ou bien il y a des méthodes que lorsqu'on veut implémenter, par exemple, en sciences de données, on est obligé de passer par une analyse exploratoire des données. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, créer un modèle de prédiction ou alors de vouloir, par exemple, effectuer peut-être un traitement sur un volume de données, on est obligé de revenir d'abord sur l'analyse exploratoire de données parce que ce sont les outils en fait de l'analyse exploratoire de données qui vont nous permettre donc de pouvoir du moins c'est un peu comme une sorte de un socle en fait. Oui, C'est un peu oui, comme une oui. base nécessaire pour pouvoir donc passer à la science des données proprement dit. Et même parfois, lorsqu'on se retrouve même dans la science des données en elle-même, on se rend compte que après avoir déjà de base effectué même une analyse exploratoire des données, dans le processus même de science de données, on se retrouve encore à faire intervenir l'analyse exploratoire des données en fonction de la méthode ou alors de la méthodologie qu'on essaie d'implémenter ou de mettre en pratique. Donc, cela souligne seulement le fait que l'analyse exploratoire des données n'est pas la science des données, mais c'est un outil incontournable à la science des données. C'est un peu comme une base ou un nœud, en fait, qu'on utilise couramment dans la science des données. Donc, moi, c'est un peu de cette façon-là que j'ai essayé de voir la chose. Mm. Un peu comme quand tu dis, un peu comme quand tu dis, tu as besoin de, je sais pas, tu as besoin d'étudier une espèce, ou bien tu as besoin d'étudier la mortalité d'une espèce, mais tu vas prendre sur toi d'analyser, par exemple, un comportement particulier de l'espèce. Le comportement particulier de l'espèce ne décrit pas l'espèce, mais ça t'aide à étudier l'espèce. Je sais Oui. pas si je vois un peu. Donc, on peut tout simplement retenir que l'analyse des données, c'est une partie de la science des données. On peut le Oh, définir comme ça. oui, je crois, hein, je crois. Oui, de Mhm. façon, ouais, je crois, hein, on peut dire ça comme ça. En fait, Parce que, sur l'image même, oui, oui, vas-y. parce que, en fait, on peut dire que c'est une partie parce que je pense que c'est indissociable d'une certaine façon. Mhm, Parce que je ne pense pas vraiment qu'on puisse faire des sciences de données sans passer par une analyse exploratoire de données. mhm, Ou bien du moins sans Oui, oui, utiliser justement. un outil de l'analyse exploratoire des données. Sauf si Mhm. peut-être, je sais pas trop, hein, sauf si c'est faisable dans certaines méthodes, mais bon. De façon générale, je pense que l'analyse exploratoire des données, c'est un peu c'est un peu incontournable dans le processus de la science de données. Ok, oui. ok, ok. Moi, Mhm. en fait, si je dois me focaliser sur l'image, je vais même peut-être dire que c'est un peu comme un rond-point dans les sciences de données parce que quand tu regardes bien, en haut là, au coin, de mon côté, c'est du côté droit. Donc, je suppose que tout le monde va se dire mon côté comme moi. Ouais, 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 mais de mon côté, toi. Voilà. Donc, au coin droit, en haut là, tu vois, il y a l'analyse exploratoire des données. Et puis en bas, et remarque que le bloc a une différente couleur. Donc, Oui. remarque que c'est un peu écarté là, c'est en haut. J'ai l'impression que c'est un peu comme pour symboliser le point d'entrée. On peut dire ça comme Et ça. justement, c'est ça qui a attiré Mhm. mon attention. Voilà, que c'est un peu comme un point d'entrée. Tu vas voir que ça, la flèche quitte de l'analyse exploratoire pour repartir dans le data processing. Et Oui. Exactement. data processing pas dans data cleaning qui repart encore dans l'analyse exploratoire, qui redescend dans la Mhm. modélisation avant de. Donc, c'est un peu comme, j'ai l'impression que c'est un peu comme une plaque tournante là, où tu as des données que tu prends et puis tu fais quelques observations, peut-être des observations initiales, et puis tu envoies dans ton process. Après le process, tu essaies un peu de revoir un peu ce que tu as comme donné à la fin. Et tu vois si ça essaie de Mhm. coïncider un peu avec ce que tu pensais que tu vas avoir au départ. Sinon, tu fais un nettoyage. Je sais pas trop, c'est un peu comme, moi je vois c'est un peu comme une plaque tournante là. Oui, C'est un peu comme, oui. oui. Et effectivement même, par exemple, je prends l'exemple, lorsqu'on met sur pied peut-être un modèle de prédiction, Mhm. après au départ, on commence d'ailleurs par une analyse exploratoire de données. OK, après avoir obtenu un modèle,
Généralement, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est qu'on veut tester la validité du modèle. Mhm. Or, pour tester la validité du modèle, on se sert de quoi? On se sert encore d'outils de l'analyse exploratoire de données, entre guillemets. Quand je Ok. parle d'outils de l'analyse exploratoire de données, je prends par exemple l'histogramme, par exemple. Mhm. C'est un outil fondamental peut-être en analyse exploratoire de données. Oui, oui. On se rend compte que lorsqu'on veut même encore, après avoir peut-être sorti un modèle de prédiction, on rentre encore dans l'analyse exploratoire de données pour tester les données même qui ont été obtenues, c'est-à-dire les Mhm. données qui ont été obtenues après prédiction. Lorsqu'on a prédit, on a obtenu des données, ces données-là vont être testées, on va tester la véracité, comme tu étais en train de dire, de l'information Mhm. qu'on a obtenue. Pour tester donc de la véracité de l'information, pour voir si elle est conforme à celle qu'on a sur le terrain, on va utiliser des outils de l'analyse exploratoire des données. Donc, en fait, on commence par là et dans le processus même de sciences de données, on se retrouve encore à impliquer encore à certains niveaux toujours l'analyse exploratoire des données. Donc, Mhm. je vois, c'est vraiment en fait comme un nœud. Oui, oui. Mhm. En fait, Quand tu regardes même là, tu as l'impression que c'est le cycle même, en dehors du fait qu'il y a des décisions à prendre, si tu arrives à la modélisation et tu exclus la prise de décision, tu vois que ça forme un peu comme un cycle. Parce oui, que je fais un modèle, je déploie le modèle sur le terrain, je collecte encore les données après avoir déployé le modèle, je repars dans le traitement de données, le nettoyage de données, on repart à l'analyse exploratoire qui revient encore le traitement de données, et puis on part encore au nettoyage de données, modélisation, déploiement, collection, ainsi de suite. Donc, tu as l'impression que c'est là au milieu, tu ne peux pas t'en séparer en fait. oui, Tu ne peux pas t'en séparer. Mais je comprends aussi maintenant que, comme tu disais, tu ne peux pas dire que c'est la science des données, sinon c'est que l'analyse exploratoire devient le traitement de données, ça devient la collecte de données, ça devient le oui. déploiement, ainsi de suite. Oui, je vois. Et aussi maintenant, il y a même une question, il y a une question que je me suis posée, je crois que c'est maintenant que je me rends compte que, je sais pas si j'ai l'impression qu'elle est un peu idiote dans la mesure où, euh, est-ce qu'on peut dire, vu les choses sous cette angle, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de dire que la science de données a des apports à l'analyse exploratoire des données, ou alors vice-versa? C'est-à-dire, est-ce Très bon. qu'on peut souligner un apport quelconque de la science de données à l'analyse exploratoire des données, ou alors Mhm. est-ce que c'est plutôt l'inverse qu'on va souligner dans ce cas-ci? C'est une très bonne question. Je vais dire que dans les deux cas, c'est il y a apport. Je vais prendre, c'est mon point de vue. Oui, Je ne suis pas omniscient, mais je crois que je vais juste donner mon point de vue. Si je suis médecin et que j'ai besoin d'un pistolet pour opérer quelqu'un, si le pistolet est défectueux, mon travail de médecin sera un problème. mhm, Donc, une meilleure qualité de bistouri pour opérer quelqu'un va au moins me rassurer un meilleur rendement, si c'est que c'est le seul paramètre qui définit le rendement, mon rendement en tant que chirurgien. Maintenant, s'il faut améliorer un bistouri, on va se baser sur l'historique des opérations réalisées avec les bistouris passés. On va dire que je ne peux pas utiliser une hache, décider de changer la hache juste comme ça par fantaisie. Celui qui veut mhm. changer la hache aura besoin de mon historique. Combien de fois est-ce que j'ai dû utiliser la hache? Et puis, basé sur ça, il peut proposer un nouveau modèle de hache, peut-être plus performant. Tu vois que dans ce cas-là, maintenant aussi le chirurgien, son travail en tant que chirurgien est aussi important pour l'évolution de son outil. Parce que c'est avec son travail qu'il fait. Même pas seulement le fait d'utiliser ça, mais tout ce qui va au côté, tout ce qui entoure l'opération en fait. Le fait de pratiquer l'opération avec cet outil-là et d'autres outils. Parce que je ne sais pas, peut-être que le bistouri là n'est pas compatible avec l'alcool que j'utilise. Peut-être que si l'alcool touche ça, ça va altérer et puis il y aura des particules qui vont s'introduire dans le corps du patient, mais ça peut causer d'autres dégâts. Donc, il y a tellement de choses qui seront autour, qui feront en sorte que mon travail de chirurgien peut aussi aider à l'amélioration de l'outil que j'utilise. De la même façon, dans la science des données, moi, je me dis, à un moment donné, l'exploration, l'analyse exploratoire, pour moi, dans un premier temps, apporte des éléments d'hypothèse. Donc, quand je fais l'analyse exploratoire,
Je pense qu'à la fin, à l'issue de cette analyse, je peux avoir des éléments d'hypothèse. Je peux émettre des hypothèses statistiques, par exemple, sur la stationnarité de ce que j'étudie. À la Mhm. suite de, oui. Je peux dire que le phénomène que j'étudie est stationnaire ou non stationnaire, c'est linéaire ou non linéaire. Et maintenant, la science des données apporte quelque chose d'analyse exploratoire parce que dans le processus, par exemple, de collecte de données, il peut y avoir quelque chose qui faisait en sorte que l'analyse exploratoire dans le passé était biaisée. Et tu corriges ça. Et demain, l'analyse exploratoire a plus de poids dans le domaine des sciences des données. Donc, je me dis que c'est un truc à deux voyageurs, c'est un truc à deux sens. Donc, l'analyse apporte quelque chose et puis la science aussi en elle-même, parce que c'est toute une science. C'est un peu comme, oui, c'est tout un gros domaine. Et puis, l'analyse exploratoire est à l'intérieur. Donc, je me dis qu'il y a échange d'intérêts, alors il y a échange de, il y a Exactement. échange Moi, de, c'est oui. ce que j'ai compris aussi. Mhm. Donc, en tout cas, ce que Ouais, moi j'ai c'est compris, bon. c'est que la science des données, la science des données englobe l'analyse des données. Mhm. Et la science des données a une plus grosse envergure. Donc, dans la mesure où on peut utiliser les éléments d'analyse des données dans la science des données. Voilà. Mhm. Donc, Mhm. la science des données est bien plus grande que l'analyse des données. Sinon, l'analyse des données peut être très utile aussi à la science des données. Donc, ça, de ce que j'ai Mhm. compris, de ce que j'ai compris de l'explication-là. Mhm. Oui, oui. Donc, Non, non. Ouais, c'est ça, il y a ce mélange-là. Je me dis même que peut-être à un moment donné, c'est à tort si quelqu'un essaie de vouloir Non, oui, dissocier oui, les les deux. deux sont liés. Voilà, un peu Mhm. comme la géométrie et la mathématique, quoi. Mhm. Mhm. J'ai l'impression. maintenant aussi, il y avait même aussi, déjà, on se rend bien compte que, au regard de tout ce qu'on vient d'échanger, que l'analyse exploratoire des données, aussi bien et avec la science des données, les deux sont, on va dire comme ça, complémentaires. Elles Mhm. s'aident et chacun apporte de l'information à l'autre. Chacun aide l'autre à s'améliorer mutuellement, si on veut dire comme ça. Mhm. Maintenant, si on prend par exemple l'étude des phénomènes naturels, peut-être dans le domaine minier, qui nécessitent Mhm. l'utilité ou alors qui nécessitent qu'on utilise peut-être la science des données et aussi l'analyse exploratoire des données. En sachant que ce sont des phénomènes qui utilisent souvent, comment est-ce qu'on veut dire ça, beaucoup plus dans la science des données, une grande quantité d'informations. Mhm. Lorsque on travaille en sciences de données, on utilise une grande quantité d'informations pour pouvoir effectuer un bon travail, ou bien pour établir un bon modèle de prédiction. Mhm. Maintenant, donc, lors de on sait précisément que dans le domaine, par exemple, minier, la grande quantité d'informations, c'est pas trop ça, surtout dans le contexte africain. Mhm. Et maintenant, il y a un processus qu'on utilise souvent dans la science des données, qu'on appelle je crois, c'est la data marketing ou alors future engineering, quelque chose comme ça, pour augmenter la quantité d'informations. L'information. Mais maintenant, moi j'ai une question par rapport à cela parce que quand on travaille avec des ressources naturelles, c'est-à-dire des minéraux peut-être comme l'or ou quoi que ce soit, Mhm. augmenter les données, la quantité d'informations, peut-être avec une méthode de science de données, n'est-elle pas biaisé, hein, c'est pas en fait biaiser le résultat. Euh, c'est une très bonne question aussi, quand même. Bon, c'est. Ok. Ça va dépendre. Pour ma part, je ne sais pas exactement quelles sont les méthodes. C'est-à-dire, je connais pas en exclusivité ou alors de façon exhaustive tous les détails qui sont derrière les méthodes utilisées dans le data augmentation. Mais je sais une chose, c'est que normalement, quand tu veux augmenter les données dans une base de données, surtout quand c'est les géosciences, tu as intérêt à faire cela tout en tenant compte de la nature de ce que tu étudies. C'est-à-dire, tu dois tenir compte du fait que je prends, quand c'est une mine que je suis en train d'étudier, et puis je n'ai pas fait beaucoup de carottes, je n'ai pas prélevé beaucoup de carottes, mais c'est avec les carottes que je vais estimer le tonnage. Quand tu vas vouloir augmenter les informations, si tu veux simuler les carottes dans l'environnement où tu es en train d'étudier ta mine, assure-toi que les carottes que tu simules là
vont pouvoir, je ne sais pas, garder la même authenticité ou bien alors approcher l'authenticité des carottes réelles. Bon, ça, c'est un vrai challenge parce que en géosciences, vraiment, tu peux être entre deux endroits où tu as prélevé et au milieu, c'est tout un mystère. Donc, c'est ça qui fait que c'est vraiment délicat. Oui, ça apporte énormément de biais dans l'analyse quand tu ne fais pas attention. Mais le biais peut être corrigé. Par contre, c'est l'erreur qui est mon problème. Mhm. Le biais signifie que la méthode que j'utilise peut reproduire exactement l'endroit où j'ai fait un prélèvement. Ça veut dire que là où je sais que j'avais déjà prélevé, je peux reproduire exactement. Donc, je peux simuler exactement la même carotte ou bien le même, je peux faire le même échantillonnage avec ma méthode. Comme Oui. en géostat, on dit s'il y a non-biais, l'espérance de l'estimateur moins la valeur réelle est nulle parce que l'estimateur produit exactement la valeur connue. Exact. L'erreur par contre, c'est à l'endroit où je ne connaissais rien. Comment est-ce que quelle est ma compétence à ce niveau-là? Donc, à quel point, ouais, à quel point est-ce que je reproduis la réalité à l'endroit où je ne connaissais rien? C'est là où il y a anguille sur roche. Bon, je crois que c'est là où très souvent le débat se met sur la table. On pose le débat sur la table là-bas. Parce que je prends un simple cas de deux estimateurs que nous connaissons, les, les splines, c'est une méthode d'interpolation polynomiale, et le krigeage, une autre méthode Oui. d'estimation. Oui. Les deux sont capables de reproduire un long biais fantastique parce que les splines, pour peu que tu te sois rassuré que ton polynôme va rechercher les coefficients en utilisant toutes les informations disponibles, tu as assuré le nombre des splines. Donc ta courbe là, même s'il y a des zigzags n'importe comment, les zigzags vont passer par les points. Par contre, tu n'es pas sûr qu'entre les points, ton estimation est fondée ou est réelle. Oui. Même chose pour la géostatistique. À l'endroit où tu as les observations, l'estimateur, le krigeage te rassure qu'il va reproduire l'observation que tu as. Parce que c'est comme ça que le krigeage est défini. Quand tu minimises la variance d'estimation, l'opérateur que tu crées, en fait, assure que c'est ça qui va se produire. Et c'est ce qui est observable. Donc, quand on fait le krigeage, généralement, tu vois, si tu fais ça sur une ligne, tu vas voir que ça passe toujours par les points d'observation connus. Oui. Mais entre les points, pour certains krigeages, on a l'impression que ça va essayer de lisser. C'est pour ça qu'on dit que c'est un lisseur. Tu vois que maintenant, le débat, ce n'est pas au niveau du bien, mais le débat au niveau de l'erreur. Si De je prends le l'erreur. cas du krigeage et des splines, le débat sera des deux là, entre deux observations, qui rassure, en fait, qui produit le moins d'erreurs. Donc, c'est la même chose pour le data augmentation. Peu importe la méthode qui est utilisée, je pense que pour moi, l'enjeu est au niveau de l'erreur. Genre, le biais, on peut se battre et éliminer le biais, mais l'erreur est le problème. Je ne connais pas toutes les méthodes qui sont un peu dans ce domaine, malheureusement, mais je sais quand même que si je prends le cas du recul simulé, qui est Oui. c'est une fameuse méthode utilisée dans la construction des bases de données. Le recul Oui. simulé, c'est puissant parce que pour certains cas, ça va très vite et ça donne des bons résultats. Et aujourd'hui, il y a le recul simulé géostatistique qui utilise Oui. la structure spatiale de l'information qui produit encore davantage de bons résultats. Rien que celui-là, tu vas quitter d'un cas pour l'autre, toujours en géosciences, hein, tu vas quitter d'un cas pour l'autre. Tu vas voir qu'il y a un cas où tu as eu une très bonne reconstruction et puis un autre cas où c'était le chaos. Donc, c'est ça, hein, c'est ça. Moi, je Et tu crois que penses c'est. que, avec l'exemple que tu viens de donner, même ne serait-ce que qu'on prend l'exemple du recul simulé ou bien alors de la data augmented, on peut facilement mettre en exergue l'apport même de l'analyse exploratoire des données dans, Exactement. euh, la data science, parce que on sait que data augmented est une méthode de data science. Ce qui fait Mhm. que, avec le fait, quand on augmente les données, forcément, l'objectif, généralement, c'est de reproduire la structure spatiale. Mhm. Les données, c'est-à-dire qu'il faudrait que les données que tu augmentes sont, comment dire, respectent au moins la structure des Oui, données oui, de départ. Et oui, oui. généralement, l'élément dont permet donc d'effectuer donc la comparaison là, après augmentation, ce sont les éléments de l'analyse exploratoire des Exploratoire données. de données. Oui, je suis Oui. d'accord. Donc, on voit directement aussi cet apport-là de façon pratique.
Oui. Et là-bas, Ouais. tu vois même que ça a été à deux moments parce que ce qui est sûr, Oui, avant de commencer l'augmentation des données, tu vas d'abord explorer les données. exact. Euh, Mais tu dois d'abord avoir une idée de la structure spatiale de tes données avant de mhm, commencer à les augmenter. C'est-à-dire, mhm, la loi même peut suivre les données avant de commencer à les augmenter. Une fois que tu as identifié maintenant la loi, ou bien que tu sais dans quel cas réduire se situe, maintenant tu augmentes. Maintenant, après maintenant d'avoir augmenté, tu t'arranges maintenant à ce que les données que tu as obtenues sont équivalentes à la structure que tu avais au départ avant de débuter. Donc, mhm. c'est vraiment, c'est un jeu en fait entre ces deux éléments-là. Oui, C'est un jeu. Dans- logique, non? Ça se rapproche mhm. de la réalité, parce que Et tu peux parfois, ajouter des choses parfois, après, ça devient un truc qui n'arrive plus à maîtriser. Ouais, ouais. et parfois, moi, je me suis souvent trouvé en train de faire cette erreur de substituer la science de données à une méthode. Ça veut dire quoi que parfois, on se dit, OK, quand on dit science de données, on attribue ça simplement à peut-être, on a suivi des méthodes telles que euh, SVM, ou alors, je Mhm, sais pas pourquoi, le random forest, ok, mhm, ou je sais pas pourquoi. On se dit, c'est ça la science des données. Et mhm. pourtant, on en est très loin. Oui. C'est un peu négliger le processus de collecte d'informations. Bref, c'est un peu comme si on insultait, si on veut dire comme ça, toute la science de données. Et moi, c'est en fait cette erreur que je faisais parce que quand tu utilises science de données, déjà, même avec le graphe qui est là, tu te rends compte que ça ne se limite pas simplement à un modèle de prédiction. Oui. Ce n'est pas simplement un modèle de prédiction. Or, c'est l'erreur que nous commettons généralement de croire qu'on peut substituer la science de données à un simple modèle de prédiction. Et une fois qu'on Mhm. commet cette erreur, on peut se permettre de croire que la science de données peut être équivalente à l'analyse exploratoire, à l'analyse exploratoire des données. Or, Exactement. ce sont des éléments, déjà, l'autre est déjà assez vaste. Bah, c'est toute une science comme son nom l'indique. Parce que Mhm. là, il est en train de commettre le même blasphème que les gens commettent à la géostatistique. Mais bon, ça fera l'objet de notre débat. Donc, je comprends que vraiment, c'est super Yeah. intéressant parce que l'analyse exploratoire des données, c'est déjà un élément incontournable même dans les géosciences, Mhm, ainsi que la data science. Ce sont des mhm. éléments vraiment des sciences incontournables dans le domaine des géosciences et principalement donc l'une des questions qui se posent souvent, c'est de savoir si on est capable de faire une bonne analyse exploratoire des données sans être allé sur le terrain. Ouais, ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Bon. Hmm, non, c'est vraiment une très bonne question parce que c'est délicat. En fait. C'est très délicat. Dépendamment dépendamment du travail, dépendamment du, non, mais sérieux, dépendamment du travail, je dirais oui et non. Tu peux Mhm, réaliser tu peux réaliser une très bonne analyse exploratoire de données simplement sur la base de ce qui est fondamentalement connu. C'est-à-dire, oui. quand on sait comment est-ce que le procédé d'analyse exploratoire se passe, on sait, on sait exactement ce qu'il faut faire, ou bien, je sais pas, les pratiques, les calculs à faire, comment interpréter un histogramme, comment interpréter une loi statistique, comment interpréter ceci. Ça, c'est une analyse exploratoire de données. Quand tu finis et que tu fais ton rapport, normalement, ton rapport est conforme à, je sais pas, ton rapport est conforme à une ontologie. Donc, Mhm, quelque chose qui est prédéfini comme étant des directives à suivre pour faire l'analyse exploratoire de données. Donc, tu peux faire ça et puis à la fin, tu as fait une très bonne analyse parce que le phénomène que tu as étudié ça ne t'oblige pas à aller sur le terrain. Là où le terrain devient essentiel, c'est quand pendant déjà ton analyse, de par ton expérience, tu as des contradictions ou bien des points d'ambiguïté. mhm, Par exemple, tu étudies le fait.
on t'a dit pendant longtemps, et toi-même, de par ton expérience, tu as vu que le fer en général dans la mine suit une loi exceptionnellement normale, sinon elle est très souvent donc normale. Normal. Oui. Et puis toi, tu es en train d'étudier des données de fer, tu vois que ça suit une loi bêta ou une loi gamma. Tu commences déjà à avoir peur un peu là, attention, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Tu refais tes tests d'hypothèse sur les lois statistiques, même 4-5 fois. Tu vois qu'à chaque fois que tu fais les calculs, ça tombe toujours là que non, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est que peut-être questionner l'équipe qui a fait le terrain, parce que quand c'est le cas, si je suis dans une entreprise et que je suis chargé de faire le terrain, si tu passes le terrain sans me questionner, je veux croire que tu me fais confiance, ça va devenir un problème. Donc peut-être d'abord tu questionnes l'équipe qui allait sur le terrain, que les gars, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai eu, ça se passe comment. S'ils n'arrivent pas à te convaincre, vous pouvez décider de repartir là-bas ensemble. En fait, c'est ce qui sera fait. Vous allez repartir ensemble. Et puis, tu vas voir peut-être l'endroit ils ont prélevé. Puisque tu ne peux pas reprélever ce qu'ils ont prélevé, tu n'as pas l'argent. Peut-être c'est en allant là-bas pour voir que tu pourras comprendre. Mais il y a un point sur lequel j'aime souvent revenir, c'est que celui qui traite les données, en aucun moment, n'a besoin d'être un expert du terrain parce que celui qui traite les données a un travail qui est déjà volumineux. C'est pourquoi il ne faudrait pas lui demander s'il a l'expertise du terrain. Si c'est par exemple les géosciences, tu étudies, je ne sais pas trop, si tu fais la géologie, je ne sais pas ce que tu fais. Si tu as eu la possibilité d'être un expert en géologie et puis un expert en analyse de données, tant mieux pour toi. Sinon, l'analyse de données ne requiert pas que tu sois un expert en géologie si vous faites la mine. Pourquoi? Parce que quand tu vas repartir sur le terrain, on te demande d'aller avec ceux qui sont partis collecter les données. Ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi qui étais sur le terrain pour collecter. Toi qui traites les données, ce n'était pas toi. On te demande de repartir avec eux. Du coup, parfois je trouve ça un peu dur de demander à quelqu'un qui se spécialise dans le traitement de données d'être un expert aussi sur le terrain. On ne doit pas être expert en tout dans la vie. Certains ont la grâce de pouvoir tout faire, mais on ne peut pas vouloir tout faire. En général, je pense que la meilleure situation serait de se concentrer sur ce qu'on sent pouvoir faire de mieux possible et approfondir ça. Du coup, il faut toujours savoir que quand tu traites les données, tu ne traites pas les données seul. Tu traites les données avec une équipe. Très souvent, discute avec les autres équipes. Discute avec les autres experts. Quand tu fais face à une ambiguïté, tu peux voir peut-être un géologue, gars. J'ai fait ceci sur les données, si là j'ai eu ça. Toi-même, est-ce que tu sens que c'est un truc qui est réalisable? Tu vois un peu sa façon de te parler un peu de ce que tu es en train de faire. Sans ce qu'il va te dire, tu peux avoir un élément qui va t'éclaircir que bon, peut-être c'est un peu une erreur. Peut-être que finalement, c'est comme on le dit, une mine ou alors un phénomène naturel, c'est une unique. Et à la fin, c'est ça alors maintenant la preuve que c'est une unique parce que ça sort de ce qui est connu. Donc, moi, je me dis que c'est ça, vraiment c'est ambigu. Imposer le terrain, non. Mais recommander le terrain, peut-être, en fonction du cas. Je voulais prendre l'exemple tout à l'heure de quoi là? Je voulais prendre l'exemple tout à l'heure. Je t'ai pensé à quoi tout à l'heure? Parce que depuis on parle de jeux sciences, mais je voulais prendre un cas où les personnes qui n'ont pas fait l'école font l'analyse exploratoire de données, mais sans pour autant appeler ça analyse exploratoire de données. Oui, je voulais prendre l'exemple des femmes qui font l'agriculture et puis repartent vendre les produits de leur le produit obtenu à la fin de leurs travaux. Tu pars faire le champ. Imagine, il y a des produits que quand tu as récolté, ça ne doit pas durer chez toi. Tu dois savoir exactement où tu vas aller vendre ça. Genre, imagine que ça ne va pas faire une semaine. Donc, quand tu sors du champ samedi soir ou bien, je ne sais pas, c'est dimanche matin que tu rentres chez toi. Tu veux être sûr que quand tu vas aller lundi au marché pour vendre,
avant vendredi. C'est infini. Donc, tu vas voir, certaines femmes vont sortir, elles vont partir se balader au marché, là, essayer de voir où est-ce qu'on vend quoi exactement au marché. Parfois, elle va même se rendre compte que si elle-même vient vendre au marché, ça ne va pas finir. Elle va voir une femme qui vendait déjà ses prix, dire que bon, je te livre, comme ça, toi, tu liquides cela, puisque tu vends déjà. Le processus là, le processus d'aller au marché et analyser les options là, c'est l'analyse exploratoire des données. Hein. En fait, C'est une analyse exploratoire des données. Elle étudie ça. Et pendant que tu es en train de vendre, elle peut repasser encore au marché. Elle se rend compte que tu n'as pas encore fini de puiser son stock. Demain, elle sait que si elle doit venir encore la marchandise, elle va plus venir seulement chez toi. en Elle peut fait, venir il chez s'agit toi maintenant. Et des hypothèses. voilà. Donc, c'est Et, ainsi l'analyse. Donc, ce sont les choses que nous faisons chaque jour. Mais à cause de l'étiquette analyse exploratoire de données, on se dit, bon, voilà. C'est juste l'étiquette là qui fait défaut. Mais on fait ça, tout le monde fait ça chaque jour. et en principe, même, je me rappelle que moi, la première fois que j'écoute cette expression-là, c'était un aîné. Et puis, on dit analyse exploratoire des données. En fait, c'est peut-être maintenant ça les banal lorsque je sors l'expression, mais c'était lourd, hein. C'était lourd. Dans ma tête, c'était lourd. Il y a de cela 2 ans, 2 à 3 ans. C'était lourd. C'est-à-dire, quand je suis l'analyse exploratoire des données, je n'arrivais pas à me situer. Qu'est-ce qu'on entendait parler? Parce que quand je suis exploratoire des données, Tu te exploratoire, demandes que l'exploration de quoi? qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, qu'est-ce qu'on utilise là-bas? Est-ce que c'est la même chose que les simples? Parce que je ne savais pas, est-ce que quand on dit analyse exploratoire des données, est-ce que ce sont les statistiques descriptives seulement? On m'a appris faire ma moyenne, ma médiane, ou alors c'était autre chose. Donc, Ça, c'est. il a pris du temps pour essayer d'avoir même une idée des différents contours, en fait, de ce qu'on pouvait entendre par analyse exploratoire des données. Donc, parfois, c'est mieux de trouver vraiment des exemples comme ceux-là qui montrent, en fait, que la notion, la grosse étiquette, là, en fait, elle peut être assimilable à un ensemble de choses que nous faisons constamment, même au quotidien. Oui, oui. C'est ça. Oui. Bah, il y a des exemples clairs qu'on te prend comme ça, là. Ça t'évite de commencer à envoyer les esprits dans l'espace. Mais oui, oui, ok. Ça, c'est. Il y a des profs que j'ai beaucoup aimé dans mon cycle secondaire parce que ils avaient la capacité d'expliquer certains trucs vraiment de façon simple. Pour comprendre l'importance d'un bon calcul de barycentre, mon prof avait pris l'exemple des personnes qui font la boxe. Il disait que un bon boxeur te lâche un coup de poing à la tête avec une bonne puissance là, tu vas tomber, tu vois. Mais quand les gars font les exercices, ils ne font pas les abdos avec la tête. Ils ne font pas les abdos avec la tête. Tu vois souvent le ventre des boxeurs, là, les bons boxeurs, tu vois souvent les abdos sont durs et gros. Tu crois que c'est pourquoi? Il dit que tu peux très facilement protéger ta tête lors d'un combat de boxe. Seulement quand tu protèges ta tête lors d'un combat de boxe, ton nombril est exposé. Et un bon boxeur qui a une bonne masse, s'il te frappe un bon coup au nombril, là, on va te demander de rester debout, toi-même tu seras dépassé. Tu vas rester comme ça. On va te dire que c'est ton, on va te dire que c'est ton ventre qui te fait ça, tu vas dire non. Donc, il expliquait que le point de, on appelle ça quoi, le point d'équilibre des masses du corps humain est sur la ligne, là, la ligne qui a, si tu traces une ligne qui passe par ton nez et qui touche ton nombril, pour tout humain, le point d'équilibre des masses est sur la ligne là. Ce n'est pas toujours exactement un nombril, mais c'est sur la ligne. C'est la ligne que les gars là calculent quand ils sont en train de bagarrer. Même dans ceux qui pratiquent le kung fu, tu vas te dire que c'est la ligne là particulièrement, c'est une ligne dangereuse parce que quand même je ne sais pas si ceux qui font le Wing Chun, leur façon de donner le coup dans les arts martiaux, donc quand tu pratiques le Wing Chun, tu ne donnes pas le coup sur les côtés, oui, sur la ligne là, oui. Et même sa protection, c'est la ligne là que sa protection défend. Donc, il protège la ligne là, il sait pourquoi il protège ça. Il sait que son centre de masse est là-bas. C'est une ligne qui est
Donc, quand on t'explique ça, quand tu es en train de parler des centres de gravité, tu as l'impression que non. Mais quand tu pars maintenant peut-être faire un sport et que quelqu'un te frappe au ventre, tu vois comment tu es en train de bagarrer pour rester debout. C'est là que tu comprends que l'affaire est vraie. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé mon cycle secondaire parce qu'il y avait ces enseignants-là qui étaient capables de prendre des expériences comme ça, terre à terre, et puis ils te montrent que ce que tu vois là, les équations que tu vois là, voilà comment est-ce que tu peux comprendre ça ici. Quelqu'un te dit que si tu bouges le centre de masse peut-être d'un objet, tu crées le déséquilibre dans l'objet. Là, si les masses ne sont pas également réparties. Si tu es un enfant qui, je sais pas, imagine un enfant qui est là, que chaque jour dans sa tête, c'est seulement le ballon. Tu vas, tu vas lui dire ça comment jusqu'à ce va entrer. Il faut trouver l'astuce de faire ça avec des propos qui seront familiers à son quotidien. Donc, je pense que ce qui cause beaucoup de problèmes de nos jours dans les sciences, et de plus en plus dans les sciences des données, c'est les étiquettes, c'est le jargon. Il y a quelqu'un avec qui j'ai discuté un jour qui m'a dit que le machine learning, c'est le data science. Il y a même erreur. Voilà, donc du coup, tu vois, quand quelqu'un te dit ça, tu ne sais pas comment quoi. Tant que tu as supprimé machine. Je te Tant que dis, tu as supprimé. Il de nos réduit toute jours, il y science a à un beaucoup mytho. d'experts. Chacun dit maintenant ce qu'il pense clairement. Je te dis. Ah, c'est ça. Et c'est Je ça. pense que Et c'est. Pardon. vas-y, vas-y. Moi, je pense que c'est même ça, en fait. Si tu peux regarder on dit souvent, il y a une expression, ils appellent le bottleneck, donc, genre comme le nœud du problème. Je pense que c'est ça le nœud du problème aujourd'hui dans la science des données. La science des données a besoin, il est nécessaire que lorsqu'on enseigne euh, dans les sciences des données, il est nécessaire que dès les premières instances ou bien dès les premiers jours de classe ou les premiers cours, qu'on offre à l'apprenant la capacité de distinguer chaque chose et qu'on situe exactement chaque chose. Comme sur l'image là, si moi je devais donner, si jamais je devais donner un cours sur les sciences des données, je vais me servir d'une image comme ça parce que ça te plante une fois tout le décor. Oui, oui. Tu vois quelque part, on te parle de l'analyse exploratoire de données. Dans le cours, quand je vais parler d'analyse exploratoire de données, l'étudiant ne sera plus tenté de confondre entre sciences et de données et analyse exploratoire. Dans le cours, tu vois une partie, je parle de la collecte. Dans l'endroit où on parle de la collecte, là, je peux m'avancer et puis je dis que dans l'endroit là, même la géophysique peut intervenir là-bas. Comment est-ce qu'on va Mhm. collecter les données dans le monde réel? Il y a tellement de processus de collecte de données. On peut être là quand on voit les paparazzis faire des images dans la rue. On peut descendre nous-mêmes sur le terrain avec nos instruments de mesure. La On peut aller, je télédétection sais. qui doit intervenir. Voilà, voilà. Il y a tellement de choses. Donc, tu vois comment la science des données regroupe tellement de choses. Tellement de choses. Donc, il faut donc savoir, ou bien il faut, dans la tête de l'apprenant, situer déjà chaque chose. Qu'il comprenne que science de données, là, ce n'est pas les réseaux de neurones. Ce n'est En fait, pas, oui, ce n'est pas le deep neural network, ce n'est pas le neural network, ce n'est pas science des données, c'est une chose. Le réseau de neurones et le réseau de neurones approfondis, tout ça, c'est une autre chose. Donc, il faut bien mettre l'étiquette là comme ça et puis tu dis exactement où et quoi. Un autre va venir là maintenant, il va peut-être te dire que je vois deux choses là. Je vois un bloc où il y a data processing, je vois un bloc où il y a modeling. Quelqu'un va me dire que, quelqu'un va me dire que ce n'est pas la, est-ce que ce n'est pas la même chose, le data processing et le modeling. Tu ris, mais c'est la vérité. en fait, Tu ris, mais c'est la vérité. Il faudrait être en mesure de dire exactement pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux et en quoi est-ce que cette différence est importante. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment savoir faire la différence. Quand tu fais ça, après là, même quand je marche au quartier, je saurais exactement que celui qui est en train de faire ceci, il est en train de faire un exploratoire. L'autre qui est en train de faire l'autre, là, il est en train de modéliser déjà.
celui-là est en train de traiter les données, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, je suis totalement d'accord avec toi dans la mesure où c'est un peu l'erreur, ce qui est en train de se propager actuellement dans la mesure. Quelqu'un implémente une méthode de machine learning, par exemple, et il se dit, il fait déjà la science, en fait, il est data scientist. Dans sa tête, il est déjà data scientist parce qu'il a fait une méthode de machine learning, il est à data scientist. C'est la même chose que quelqu'un qui prend, il fait le criblage sur QGIS ou sur Et il dit AGIS. qu'il est statisticien. Et il est juste statisticien. Donc, en fait, c'est ce qu'on rencontre actuellement maintenant. Malheureusement. Et c'est un problème parce que tu te rends compte que quelqu'un n'est même pas capable de définir les concepts clés d'une notion. Quand on parle de data scientist, quelqu'un ne peut même pas t'avoir te définir ce que c'est. Déjà, avec un graphe comme celui-ci, on peut déjà avoir tout ce qu'englobe le data science comme élément. Et quand quelqu'un n'est pas capable de définir un concept, ce sera difficile même de pouvoir le différencier d'un autre. Parce qu'il est clair que pour pouvoir différencier ou alors faire une comparaison entre l'analyse exploratoire des données et le data scientist, il faudrait que tu saches même d'abord ce qu'on entend réellement par analyse exploratoire des données et par data scientist. Et maintenant, pour être capable donc, de pouvoir donc faire une chose est maintenant de connaître la définition de ces éléments. Et une chose est de comprendre concrètement ce que la définition a traduit comme information. Exactement. C'est souvent ça. Nous tous sommes pas allés sur Internet et lire ce que signifie data scientist. On peut faire ça. Maintenant, comprendre en fait ce que c'est autre chose. Et c'est là où se trouve en fait le hic. C'est là où se trouve le hic parce que c'est un peu comme c'est un peu comme si je pas avoir machine, maintenant j'ai une machine que je sais utiliser RDM, donc ici je suis technicien. Je sais que machine va me boxer. Je sais que machine va me boxer. Non, mais c'est ça le véritable challenge. Non, c'est un peu ça. En fait, c'est que, comme Serge disait, tu peux te retrouver devant quelqu'un qui est habitué à faire l'analyse exploratoire des données. Mais demain, il va se placer quelque part et dire qu'il est data scientist professionnel. Tu vois? Professionnel. Le mec, il a travaillé avec un data scientist un jour, où il a vu un data scientist faire l'analyse des données. Et il s'est dit que bon, puisque lui, il a l'habitude de faire l'analyse des données, ça veut dire qu'il peut faire. Oui, non. Et c'est comme ça alors que la sociologie commence. C'est pour ça que parfois, il faut qu'on parle comme ça et qu'on mette bien la différence. On met la différence. C'est vrai que les deux se ressemblent, les deux utilisent les mêmes outils, mais il ne faut pas mélanger les choses. La data science est bien plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Et l'analyse exploratoire des données n'est qu'une petite branche à l'intérieur. Un petit carré. Voilà. En fait, un petit carré, une composante. Voilà. Et qu'est-ce que après aujourd'hui, il ne sera plus question maintenant de faire l'erreur là. Si quelqu'un, pour celui qui a suivi l'échange d'aujourd'hui, il ne sera plus question pour lui de faire l'erreur là. Sera maintenant question peut-être de poser des questions du genre. Il sera question de poser des questions. Cette semaine, je ne sais pas. Cette semaine, je ne sais pas ce qui m'arrive avec la tautologie. J'ai dit ça a commencé depuis. Je crois depuis lundi. Je posais avec machine. Depuis lundi que tu parles, on ne comprend pas. Et voilà. C'est qu'après, même il a. Donc, il sera question maintenant de demander c'est quoi la différence peut-être entre un carré et un autre. Et je me dis que ce sera aussi peut-être le moment là de, je ne sais pas, peut-être avoir d'autres experts aussi pour ce genre de sujet. Moi, à mon avis, tous les sujets qu'on développe dans notre groupe requièrent à un moment donné un expert parce que j'ai vu ça dans la description là. Nous, on est encore à l'école des sables. En fait, on apprend comme beaucoup d'autres personnes. Mais il y a des personnes qui sont déjà diplômées. Il y a des personnes qui ont déjà l'expertise du terrain.
Vraiment, je ne parle pas des personnes qui ont fait une formation et qui ont appris à manipuler un outil et ont décidé d'être experts dans l'outil. Mais je parle des personnes qui ont suivi un parcours. La data science, c'est tout un parcours dans certaines écoles. Ce n'est pas. Et je veux aussi même peut-être dire un truc, c'est que dans d'autres institutions, je prends le cas de Nguaikele, il y a des statisticiens à Nguaikele qui ont le profil d'un data scientist, mais qui malheureusement ne se proclament pas data scientist parce qu'ils Oui, sont fiers, de la nomenclature statisticien. Ils sont fiers de dire qu'ils sont statisticiens. Et pourtant, ils ont ce profil-là. Donc, ça fait en fait penser à beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'un mathématicien ne s'affirme pas, par exemple, numéricien alors qu'il fait de l'analyse numérique? C'est sa vie. Mais quand il se Mhm. présente, il dit qu'il est mathématicien. Et pourquoi est-ce qu'un informaticien qui est analyste, quand il se présente, par exemple, lui aussi ne dit pas que non, il est data scientist? Pourtant, c'est ce qu'il fait. Par exemple, lui, il traite des données. Il y a des informaticiens qui sont dans tous les carrés ici. Hein. Un seul gars. oui, Tu vas voir un seul gars, c'est lui qui fait l'analyse exploratoire, c'est lui qui fait la modélisation, c'est lui qui pense même à la meilleure stratégie de collecte de données, c'est lui qui propose encore le traitement, c'est lui qui fait le nettoyage, c'est lui qui fait la visualisation, c'est lui qui vous dit encore comment repartir faire le déploiement. Les gars qui sont dans les gars qui sont dans les réseaux sociaux là, qui n'ont pas les problèmes déjà, il faut aller creuser pour avoir les données. Il y a des gars qui sont capables de faire tout ça eux seuls. Parce que la collecte des données, tout ça, le déploiement, il peut rester présent dans sa machine et puis il gère tous les carrés. Donc, il y a des gars qui sont capables de le faire, mais malheureusement, quand il va se présenter, tu vas voir, il ne va pas te dire qu'il est data scientist, il va te dire qu'il est informaticien analyste, il est ceci. Donc, à un moment donné, je me demande, qu'est-ce qui fait finalement la différence entre celui-là qui dit qu'il est informaticien analyste, mais il te dit ce qu'il fait, tu te rends compte qu'il fait tout ça, et celui-là qui fait data scientist, et il te dit ce qu'il fait, tu as l'impression qu'il est seulement dans la visualisation. Ceux qui font, il y a une branche qu'on appelle computer vision. Ils sont, ce sont des gens qui prennent des données et puis traitent les données là pour faire la visualisation des données là. Genre, j'ai par exemple, je vais prendre le cas de quoi? J'ai par exemple plusieurs données collectées dans un village et je veux ressortir une modélisation de la topographie du village. Et je prends les données là, je mélange ça comme je peux mélanger. Je ressors un modèle interactif, un modèle 3D interactif, où je dis maintenant, si jamais je décide de creuser un puits ici, comment est-ce que le réseau hydrologique ou bien le réseau souterrain hydrologique va être impacté par le puits? Il prend la donnée là, il fait des simulations maintenant, et tout ça, il te fait ça rendu visuel, donc tu peux voir ça de façon visuelle. C'est vraiment un domaine vaste parce qu'il y a d'autres qui font même les études d'accidents. Genre, il est capable de prendre des images d'accidents et puis il essaie de te reconstituer l'état d'avant l'accident. Il y a tellement. C'est parmi ces gars, certains vont te dire qu'ils sont data scientists. Et pourtant, il ne fait pas la collecte de données, il ne fait pas. Bon, moi, je vais me poser la question à un moment, qu'est-ce qui va finalement faire la différence entre l'informaticien, l'analyste et peut-être le data scientist? Il y a tellement de questions comme ça auxquelles, malheureusement, moi, je ne peux pas avoir de réponse. Peut-être vous pouvez avoir, mais moi, je ne peux pas. Et je me dis qu'à un moment donné, c'est le. À un moment donné, c'est le moment. D'accord. À un moment donné, c'est le moment d'avoir aussi l'impression d'un expert. Quelqu'un ah, qui est Oui, vraiment. oui, justement, Oui. justement. un spécialiste du domaine Mhm. pour répondre à ces questions-là. Mhm. Non, mais c'était intéressant. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Finalement, on va plus dire que c'est 30 minutes hein, parce que vraiment, Enfin, enfin, Le plus important, c'est bavarder. Au moins, c'est là maintenant, quand quelqu'un va écouter, il saura exactement, genre, data science, data. Tout ça, c'est les données, souvent, c'est les informations. Et puis, il va dire, ah, ok. Là, le prochain rendez-vous sera, c'est très certainement mercredi de la semaine prochaine, n'est-ce pas? prochainement, ok, Ok. ok, d'accord.
En attendant qu'on programme aussi peut-être une conférence sur le thème-ci. Sans oublier qu'il y a déjà aussi, il y a aussi déjà un autre qui est en cours. Je pense qu'il y a une conférence qui est en cours. Non, Mais il y a une bon, je conférence qui est crois, en cours. Moi, c'est le oui, 26. Je crois qu'il y aura encore aussi des informations par rapport à la conférence très bientôt sur nos plateformes, si je ne me trompe pas. Voilà. Non, il y a une conférence qui est en cours. Et après ça, là, on va d'abord, en tout cas, on va voir. Mhm. Mhm. Non, ce qui est surtout, ça sera sur nos plateformes, que ce soit ici, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Je pense que les informations seront Mhm. disponibles sur nos plateformes. Peu importe la plateforme, il va forcément falloir que l'abonné prenne peut-être 2 ou 3 minutes pour aller consulter et puis il va voir que s'il y a du nouveau directement, tu verras. Non, c'était bon, c'était intéressant encore aujourd'hui. Ok. On doit multiplier les sorties comme ça. On doit multiplier les sorties comme ça de temps en temps. Mhm. Avec ça, au moins, on peut laisser quelques informations importantes.